Bonsoir, bienvenue sur la Libre Antenne, comme tous les soirs de 21h à minuit sur metatv.org. Salut à tous les métanautes sur le chat, et que vous êtes déjà là depuis tout à l'heure. Donc voilà, ça fait plaisir. On est, comme vous le savez, nombreux encore ce soir à regarder cette émission spéciale sur les réseaux d'influence. Voilà, après ce petite dédicace d'ailleurs pour le son à Coma et Moclès, parce que c'est toujours du lourd, la Secret Connection. On les aura, j'espère, un jour dans le studio. On va les inviter pour pouvoir concrétiser ça. Voilà, et comme vous le savez, on a ce sujet de ce soir, ce sont les réseaux, donc les réseaux d'influence qui sont mis à découvert, puisque toujours dans cette logique des masques qui tombent, aujourd'hui on découvre que en fait les personnes influentes appartiennent tous à des réseaux plus ou moins secrets, plus ou moins occultes, plus ou moins publics. On connaît tous des noms maintenant qui sont assez célèbres, le Club Le Siècle, le Bilderberg, le CFR, la Trilatérale, l'AIPAC, etc. Vous savez, ils sont très très nombreux, c'est un peu comme ça des espèces de mailles. Alors ça a très bien été décrit par entre autres Pierre Hillard, les travaux de Pierre Hillard ils sont très importants sur ces réseaux, et comprendre comment en plus depuis des années et des années, il ne s'agit pas de choses qui sont apparues comme ça parce qu'on pense que c'est la découverte d'Internet qui a fait naître ces réseaux, absolument pas, c'est tout l'inverse. C'est Internet a mis au jour le fait que ces réseaux existaient déjà depuis, on va dire, des centaines d'années pour certains, puisque si on remonte même à l'ordre des Templiers, on sait très bien que cet ordre des Templiers a persisté après sa chute, provoquée par, vous savez, le roi Philippe le Bel qui a demandé la dissolution de l'ordre, et qui s'est terminée par la mort, l'exécution du grand maître de l'ordre du Temple, Jacques de Molay. On en a beaucoup parlé, même ici, dans plusieurs émissions. D'ailleurs, ça va continuer, parce qu'il y a une autre émission qui va arriver, puisque pendant la semaine, en fait de coupure, il y a une émission avec Jacques Minier sur Jeanne d'Arc, où vous allez encore en apprendre beaucoup. Donc une émission qui sera en ligne bientôt, et vous allez en apprendre beaucoup, beaucoup encore sur cette continuité de l'ordre du Temple, des Templiers, et de l'histoire qui s'ensuit, et effectivement les liens ensuite avec Jeanne d'Arc. Et puis ça remonte très loin, je ne vous en dis pas plus, mais il y aura des surprises, je pense, parce que on découvre tout un coup tout un autre pan de notre histoire. Et donc ces réseaux d'influence, c'est pour ça que je fais référence à ces Templiers, pour montrer que ces réseaux d'influence, ça remonte à très loin, ça a des racines très anciennes. Alors pour les adeptes absolus, évidemment, de toutes ces thèses, ça remonte jusqu'aux Babyloniens, jusqu'à Nimrod. Alors il y a même des arbres généalogiques qui circulent, dans lesquels on vous démontre que même le président Bush pourrait faire remonter sa descendance jusqu'à ces rois babyloniens. Donc à voir, ça fait quand même pas mal de généalogie, mais bon, il semble quand même que plus on avance, plus on découvre effectivement que l'élite entretient quand même des liens secrets, et qu'il n'y a pas de mystère. À chaque fois, on trouve des liens de famille en famille entre les gens qui ont exercé à un moment donné une grande influence ou ont été très importants dans un événement historique. Donc ça, c'est aussi un fait. Alors après, remonter le plus loin possible, évidemment, dans ces sociétés secrètes, comme je vous ai dit, voilà, on peut remonter jusqu'au roi babylonien, effectivement, et qui est aussi quelque part le début de l'histoire pour le monde européen, puisque le monde judéo-chrétien, lui, se fonde sur les écrits de la Bible. Vous savez que les premiers écrits justement de la Torah, c'est-à-dire vraiment les écrits originels des Juifs, ont été faits pendant l'exil à Babylone, puisque c'est Nabuchodonosor qui avait détruit Jérusalem, et puis qui avait emmené les Juifs en exil à Babylone. Et c'est pendant cette période qu'on a écrit justement la Torah et tous les livres saints. Donc on peut penser que déjà
tout ça commence effectivement de très très loin, hein, pour ce qui est justement des ordres secrets. Alors, l'ordre des métanotes, une tasse de thé tatouée sur la fesse gauche, voilà, ça ce sera pour l'été, on fera nous aussi on a nos petits rites, hein, particuliers, voilà. Alors, on vous les dit pas, hein, il faudra venir pour les découvrir. Alors, qu'est-ce que vous me dites? Internet a simplifié la transmission, la diffusion des informations. Oui, c'est ça un peu, ouais. Comme dit Daniel, aujourd'hui avec Internet, on est hyper au courant évidemment de ces mailles, de ces réseaux, qui se cachent un peu derrière, en tout cas, bien que on est malgré tout, hein, franchement. Par exemple, on ne sait pas vraiment, voilà, on suppute vraiment sur, par exemple, les travaux de Bilderberg. Il n'y a rien qui filtre vraiment. Maintenant, on sait, on a des participations. Ils sont très gênés d'en parler, hein, en général, les dirigeants. Alors, ils s'en cachent pas parce que c'est quand même des choses qui sont assez vérifiables, assez. On a des photos, on a des. Donc, ils veulent pas, mais ils veulent pas à chaque fois dévoiler vraiment le fond des travaux, de ce qui est évoqué. Hein, ils essayent un peu même de déromantiser, de nous faire croire, bah attends, c'est qu'une petite réunion, on se réunit juste entre gens puissants pour justement prendre le thé et des petits gâteaux. On ne parle pas de choses, certainement pas, et on prend encore moins des décisions. Hein, mais quelque chose en plus qui leur apparaît jamais antidémocratique, hein, à savoir que des personnes qui ont une responsabilité, donc qui occupent tous des postes de responsabilité politique, se retrouvent à huis clos, hein, sans savoir évidemment de ce qui est évoqué. Ils ne filtrent absolument rien et ils trouvent ça absolument démocratique, alors que c'est par essence antidémocratique, c'est l'antithèse même de la démocratie, puisque les rencontres doivent être publiques. Hein, sinon, si on agit comme ça, de concert, en privé, en se cachant, en essayant de ne pas trop promouvoir l'événement, c'est justement l'antithèse de la démocratie qui nécessite de la transparence. C'est la dictature la plus noire. Hein. C'est vraiment la dictature des élites, quoi. C'est-à-dire, peut-être certains apprécient ce qu'on appelle le despotisme éclairé. Hein. Il y en a qui apprécient cette technique-là, on me dit c'est peut-être la solution. Bon, moi je ne suis absolument pas d'accord avec ça, je ne crois pas au despotisme éclairé. Alors, le dîner du siècle au niveau français, c'est quand même le plus dégueulasse des cercles, le plus représentatif de cette connivence entre les collusions, patronat, politique, journalistes. Voilà, merci à Emmanuel Ratier, c'est à l'assaut, et entièrement d'accord avec toi, c'est une saloperie. Au moins, on a bien connaissance maintenant que tout ce petit monde ne forme finalement qu'une petite famille, que tout le monde mange à la même table. Hein, vous l'avez vu dans ces réseaux, on voit bien que même un des responsables de la CGT, et c'est le monsieur qui est en plus en charge de l'organisation des manifestations, donc c'est lui qui va décider les sujets sur lesquels on va se battre et si on va descendre dans la rue pour ci ou pour ça. Et donc c'est ce monsieur-là qui va dîner avec les plus grands patrons, donc du CAC 40, les plus grands journalistes, etc. Chaque mois, donc vous le savez, c'est à l'Automobile Club de France, hein, c'est bien ça, c'est Place de la Concorde. Alors depuis que ça a été, entre guillemets, le poteau rose a été découvert, alors oui, c'est vrai, il y a Emmanuel Ratier, il a fait un travail formidable là-dessus, et puis il y a Pierre Carl aussi, qui a fait un super boulot là-dessus, et ça a entraîné tout un tas de mouvements, au point que maintenant il déploie, on le sait, des cordons de CRS tout autour de la place pour empêcher l'accès le jour du dîner du siècle, quoi. Hein, ce qui démontre d'ailleurs, par ailleurs, c'est vraiment la preuve même par l'expérience que ces gens exercent un pouvoir et une domination sur l'ensemble du système politique, au point qu'ils puissent déployer comme ça une force policière pour les protéger. Hein, alors, ils essayent pareil, vous voyez, ça a été tellement médiatisé que bon, ils essayent de minimiser, pareil, de déromantiser. Oh, ben, on fait qu'un dîner, on a le droit de dîner. Hein. J'ai le droit de dîner, je sais pas, envoyé à Emmanuel Chin, il dit, mais vous faites c'est pour rien, je viens dîner avec le mec de SNCF, et il se trouve qu'il y a Rachida Dati aussi, et qu'il y a machin, mais c'est rien tout ça. Alors que finalement, oui, ce sont ces réseaux d'influence, on le sait, qui par derrière, de toute façon, exercent le véritable pouvoir. C'est en plus complètement en cohérence avec
cette lecture de la société où le monde est inversé. Donc le pouvoir n'est plus transparent, évidemment, le pouvoir est secret, le pouvoir est occulte, hein, puisqu'en plus les gens ne prennent pas conscience, ne savent pas, c'est pas mis en place public. Il y a une véritable omerta journalistique sur le sujet. Il y a quelques journalistes qui se sont tentés, il y a eu une chronique sur France Info, c'est vrai, hein, une chronique comme ça qui est passée où le journaliste explique, mais c'est pas du tout... c'est pas du tout comment dire, c'est pas du tout très encore connu de façon absolue auprès de la population. Alors en plus, évidemment, tout ça est teinté lorsqu'on parle directement de réseau. Vous êtes accusé de conspirationnisme, d'être antisémite et d'y voir le fameux complot judéo-maçonnique. Ça, on vous le rebalance facilement à la figure, hein. C'est l'argument du taser idéologique, hein. C'est facile dès que la personne elle exprime, je veux dire, quand même des doutes, hein, quand même sur le fait qu'on puisse y avoir une réunion avec des membres aussi importants et que ces gens-là ne prennent pas de décision. Vous êtes évidemment absolument un antisémite notoire parce que vous croyez au complot judéo-maçonnique, parce que qui dit complot dit judéo-maçonnique. Vous voyez, c'est toujours par association, hein. De toute façon, c'est une équation avec des égales, hein. Vous croyez au complot, donc vous êtes un conspirationniste, donc vous croyez au complot judéo-maçonnique, donc vous êtes antisémite, et donc vous êtes un extrémiste, donc vous êtes de l'extrême droite, donc vous n'avez pas le droit à la parole, et on peut en finir comme ça, est égal à vous êtes une merde absolue, est égal à ce que vous auriez des problèmes, est égal à ce que, etc. Hein, c'est une équation sans fin. C'est le système, c'est comme ça, il faut bien comprendre comment le système fonctionne. Alors ça, c'est sûr que je ne doute pas que parmi vous, vous avez bien compris comment tout ça fonctionne. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on me dit? Le déploiement de coordonnées DRS avec notre argent aussi, oui, petite précision, t'as raison, invisible, en plus, c'est tout à fait, en plus, même l'argent des CRS avec notre argent. Ce qui veut dire que c'est très très fort. Hein, le système payé par ceux qui est censé garder, par ceux qui sont justement les gardés qui payent. Hein, c'est énorme, bien sûr. Ça prouve à quel point, encore, tout ça nécessite une mutinerie, pour reprendre l'expression d'Étienne Chouard, hein, qui en appelle maintenant vraiment à une véritable insurrection, parce que c'est le seul moyen pour reprendre en règne notre pays, quoi. C'est plus possible d'aller à cette dérive. Hein, on a bien vu, alors volontairement sur la publication de l'émission, vous avez vu certains logos. Alors il y a le logo de la French American Foundation. Ça, c'est le logo, évidemment, qui tape un peu dans le mille par rapport, vous savez très bien, à la composition du gouvernement actuel et à la géopolitique américaine qui consiste à bloquer et cadenasser la France, hein, pour en prendre le contrôle. Et ils ont réussi, en particulier depuis les élections, on va dire, de Sarkozy. Ça s'est accéléré, ça a pris une vitesse incroyable, et puis ça continue évidemment avec Hollande. Maintenant on a mis les deux pieds dans le plat, si j'ose dire, et puis on voit qu'on y va à grands pas, hein, parce que alors là on se tape soit Copé, soit Valls, je veux dire, c'est kiff bourricot. Vous voyez bien que c'est vraiment les démocrates et les républicains américains, hein. D'ailleurs, moi je me rappelle d'un Sarkozy qui, lors de la campagne présidentielle en 2012, n'hésitez pas à parler de la sécurité d'Israël. C'est-à-dire que dans une campagne présidentielle française, on parlait, c'est-à-dire la sécurité d'Israël était un des sujets de politique étrangère. C'est quand même l'homme qui a ouvert, je le rappelle, une base au Qatar. Hein, on peut se demander quel est l'intérêt de la France d'ouvrir une base au Qatar. Ensuite, c'est un homme qui a signé des traités, vous savez très bien, hein, de partage de notre nucléaire militaire avec les Britanniques. Hein, autant vous dire qu'on a donné les clés du nucléaire français à l'oncle Sam, donc il a démantelé l'armée française au passage. Cet homme a véritablement fait justement jouer son réseau d'influence sur le pays dans l'intérêt total des Américains. Pour ça, il s'est entouré de certaines personnes. Alors on peut citer Christine Lagarde, vous savez très bien, qui est quasiment américaine, faut le dire, elle a travaillé pour les plus grandes sociétés
entre autres l'avocat, le fameux cabinet d'avocats, McKinsey, je ne sais plus quoi, voilà, elle a représenté, on sait, toute l'industrie américaine, Lockheed Martin, etc., Monsanto, elle a travaillé pour tout un tas de sociétés d'armement, et en tout cas tous les lobbies, on peut y dire, industriels américains, et donc elle a fait rentrer tout ça, évidemment, en France. On en parlait même dans l'émission avec Gilles Lartigot, puisqu'elle a fait un passage éclair au ministère de l'Agriculture, juste le temps de libéraliser quelques mesures pour Monsanto. Bon, voilà. Donc on peut dire qu'on a été gâté en matière de réseau d'influence, et aujourd'hui dans ce gouvernement, on a quand même un record de membres de cette association, si on peut dire c'est une association, donc la French American Foundation, qui, on voit bien, est surreprésentée, à commencer par le président lui-même. Donc, cette influence, elle est réelle. On ne peut pas dire que c'est un fantasme ou ça n'a pas d'influence, ça ne joue pas. On le voit, la France s'est engluée complètement contre sa volonté. La volonté du peuple est piétinée parce que les représentants, justement, appartiennent tous à ces castes de près ou de loin et sont affiliés à ces réseaux. Voilà. Alors, qu'est-ce que vous me dites? Les réseaux sont tous de connivence. Est-ce les réseaux qui sont dangereux ou les personnes qui les forment? C'est Athanor qui dit ça. Ouais, moi, je pense que c'est plutôt les personnes, parce qu'en soi, les réseaux existent depuis toujours. Il y a toujours eu des réseaux. Le fonctionnement par réseau, il est presque naturel. Les réseaux se créent naturellement. C'est une sous-communauté humaine dans la communauté humaine liée par une activité, etc. Ça peut avoir plein de ressorts, ça peut avoir une croyance, je sais pas, une profession, un machin, etc. Ça peut avoir plein de ressorts. Donc les réseaux existent de partout. Seulement, le problème de ces réseaux de pouvoir, c'est qu'à partir du moment où on occupe des positions politiques telles que les occupent ces personnes-là, ils ne devraient pas être autorisés à participer à des réunions qui ne soient pas publiques. Pour moi, il s'agit d'une transparence nécessaire pour la démocratie. Vous voyez, ça, pareil, c'est des choses peut-être à écrire dans la future constitution qu'un homme politique, je suis désolé, à partir du moment où tout ce qu'il exerce dans le cadre de son mandat devrait être public. Je vois pas. Alors évidemment, oui, si on est ministre de la Défense, qu'on a des plans secrets sur des machins, ça non, bien sûr qu'on n'a pas à les dévoiler, ça paraît évident. Mais maintenant, si la France signe un pacte de défense avec un tel pays, je suis désolé, on doit savoir que le pacte de défense a été signé, qu'il existe. Si demain, comment dire, il y a une disposition qui est prise à l'intérieur du gouvernement, et ben tout ce qui est fait dans le cadre des fonctions du gouvernement, on doit pouvoir savoir quelles sont les décisions qui sont prises. Ce doit être transparent. Sinon, c'est pas de la démocratie. Souvent, tout le reste, c'est du blabla, c'est de la littérature. Sinon, c'est une caste qui commande, c'est une oligarchie, c'est une plutocratie, c'est tout ce qu'on veut. Mais c'est-à-dire qu'on donne le pouvoir à quelques-uns sans jamais donner la possibilité à la population, au peuple réellement de décider. C'est-à-dire que les gens deviennent des citoyens et des Français, non plus des électeurs, comme on l'a vu ce week-end. Des électeurs, pour moi, des électeurs, ce sont juste des consommateurs de vote. Voilà, donc c'est le mot élégant pour ne pas dire consommateur. Voilà, c'est des gens qui consomment le vote, voilà. Donc on parle d'électeurs. Voilà, on a inventé une race de consommateurs, celui qui, voilà. Mais sinon, en tout cas, ça n'a aucun cas un citoyen et quelqu'un qui influe en tout cas sur le processus politique. Jamais, à aucun moment. Alors, qu'est-ce que vous me dites ? Ah ben voilà, Vostok qui dit McKinsey qui a été le négociateur de la taxe carbone, merci Lagarde. De toute façon, elle n'est pas là pour rien, vous avez vu, elle est au FMI et on parle d'elle pour remplacer Barroso. Donc vous voyez, Christine Lagarde, c'est pas n'importe qui. Quand j'évoque son nom, c'est pour bien mettre en garde, puisque si vous observez là, vous savez, vous lisez un peu dans la presse économique, Barroso de toute façon il ne pourra pas se représenter, je ne sais plus c'est quand, là c'est la fin, il ne pourra pas avoir un autre mandat, donc on parle de Christine Lagarde. Est-ce qu'il serait parfait ? Je vais vous dire pourquoi. Je le sens venir le coup de Christine Lagarde. Parce que Christine Lagarde, ça va donner une caution aux Français pour leur faire croire qu'ils pourraient avoir eux-mêmes une influence sur le destin de l'Union européenne en y mettant une Française.
Hein. D'ailleurs, c'est extraordinaire, une Française qui est tout sauf française. Hein. Voilà. Elle n'a plus que le nom, hein, Lagarde. Hein, mais alors, je veux dire, hein, il y en a qui ont des noms de consonances étrangères et qui sont 100 fois, 1000 fois plus la France que Madame Lagarde. Et qui aiment la France, qui la défendent. Parce que Madame Lagarde, elle travaille pour l'oncle Sam. Hein, Madame Lagarde, il faut qu'elle aille prendre la nationalité américaine, hein, états-unienne, je pense que ce serait la meilleure solution. Parce que imaginez Madame Lagarde à la tête de l'Union européenne, d'ailleurs ce serait totalement logique, parce que l'Union européenne va nous imposer son marché transatlantique, donc pour imposer ce marché transatlantique, un Français, vous savez que les Français sont chéris à la tête des institutions internationales. Hein, c'est un commissaire britannique qui disait oui, les Français sont magnifiques, il faut toujours mettre un Français à la tête d'une institution internationale, car c'est le seul qui ne travaille jamais pour ses intérêts nationaux. Bon bah, voilà, tout est dit. C'est pour ça que vous voyez des Pascal Lamy, des Jean-Claude Trichet, etc., des Strauss-Kahn, des Lagarde, qui sont à la tête d'institutions internationales. Et donc il est fort à parier que les élites vont nous mettre une Madame Lagarde, présidente de la Commission européenne, pour nous faire avaler les couleuvres du marché transatlantique, parce que s'il y a bien un pays, je vous dis, où je sais que les couleuvres vont avoir beaucoup de mal à passer, c'est en France, bien qu'on voit bien que ça s'enflamme partout dans le reste de l'Europe, on veut nous le cacher, hein, c'est un peu comme, vous savez, l'Europe, c'est comme, vous savez, quand il y a du gros bordel et puis on met tout sous la couverture, mais là, c'est en train de prendre feu, vous voyez, sous la couverture, et ça va finir par se voir. Et l'Europe donc est en gros bordel. Elle veut encore aller plus loin, parce que vous savez, c'est le mariage intégral, la fusion, l'absorption avec les États-Unis, donc le grand marché transatlantique, j'ai envie de dire la grande partouze, hein, on pourrait la définir comme ça, hein, parce que c'est dans tous les domaines, c'est allons-y, allez. On enlève la chemise, on enlève tout, l'Europe, on se donne complètement. Hein, c'est la fête, c'est la folie, allons-y. Et donc, on ouvre tous les marchés, convergence totale de l'administration, de la justice, etc. etc. Et ce marché-là, il faut bien falloir avaler ces couleuvres-là. Et Madame Lagarde, ça paraît être la mieux placée à tous les niveaux d'ailleurs, parce que la mieux placée, les Français, pour les rassurer, oh mon Dieu, on a une Française, elle va nous protéger, hein. À la Commission européenne, ils avaient fait le coup avec Jacques Delors, hein. Pendant des années, on nous a mis des Français à la tête de la Commission, hein, Robert Marjolin, etc., pour faire croire que la Commission européenne était sous influence française. Ça, c'était tout le génie diplomatique américain. Et puis, là, ça continue, parce qu'en plus, elle, non seulement les Français vont croire que c'est une Française, mais c'est une Américaine. Et ça, par contre, les Américains le savent, qu'elle est complètement américanophile, elle parle en anglais, elle s'exprime en anglais toute la journée, ce serait sa langue maternelle. Donc c'est bien aussi pour faire avaler les couleuvres aux Américains. C'est une candidate idéale. Donc voilà, à suivre l'affaire Madame Lagarde et son ascension vers la Commission européenne. Bientôt. Alors, qu'est-ce que vous me dites? L'ordre des rituels d'initiation en maçonnerie doivent s'engager à prévenir leurs frères en cas de risque de problème judiciaire et s'engagent à ne jamais divulguer toutes ces saloperies qu'ils connaissent sur l'un des leurs. C'est camarade résistante qui nous dit ça. Oui, il paraît qu'il existe un rite, oui, dans lequel on fait évidemment, on va dire, obédience totale, hein, à la fraternité, et dans laquelle évidemment on a un serment, il y a un geste comme ça, oui, que si vous trahissez le serment, on vous tranche la gorge. Enfin, c'est assez violent, évidemment. Hein. Il y a vous savez, cette anecdote de Louis XX, hein, qui dit que les francs-maçons lui faisaient du pied pour venir, et on lui a demandé de signer un pacte de sang. Et là, il a refusé, il a dit « Non, mais jamais je ne signerai un truc pareil, etc. » Il raconte ça, donc c'est assez cocasse. Alors, selon Asselineau, c'est une caractéristique des pseudo-élites françaises de ne pas être patriotes et de trahir la nation à intervalles réguliers. Ça tient carrément la route, du moins actuellement. Oui, c'est vrai, moi je suis assez d'accord en plus avec cette analyse, parce que quand on voit que les élites françaises n'ont cessé de trahir la France, hein, on peut dire depuis, ça dure depuis quasiment 200 ans, hein, où il y a une trahison assez constante quand même. Hein, une trahison, depuis même les débuts de la République. Hein, je sais que ça va pas plaire à un qui doit nous regarder, quand il reviendra, on en reparlera encore et encore. Mais pour lui, il va me dire que c'est pas la République. Mais je suis désolé, le président Thiers, hein, qui fait
tirer sur la foule, la Commune de Paris, la République, ça s'impose dans le sang, hein, à la base. Quand même, il y a quand même un sang, et puis voilà, sans compter aujourd'hui les conséquences de la Révolution française, dans laquelle on voit bien qu'elle a plongé la France dans le plus grand libéralisme, a fait naître le prolétariat absolument abominable du 19e siècle, où ce sont les enfants qui travaillaient, etc., les femmes, etc., c'était un véritable esclavage. Donc elle n'a pas su protéger, finalement, cette protection, elle ne viendra que presque 130 ans plus tard, avec le Front populaire, et on va dire ce qu'on appelait les gueules cassées, hein, vous savez, qui pesaient énormément, tous ces gens qui étaient revenus de la Première Guerre mondiale et qui avaient décidé de peser dans le débat politique, donc qui ont réussi à imposer des droits sociaux. Et puis, après tout, c'est le CNR et le Conseil national de la résistance qui va donner ce formidable modèle social français qui est d'ailleurs en train de s'affaisser, qui n'existe quasiment plus, hein, à l'heure où je vous parle. Il a été affaissé, attaqué de toutes parts, et aujourd'hui il n'est plus l'ombre de lui que de lui-même. Hein, il ne reste que quelques mois avant que bientôt Jean-Marc Ayrault va nous annoncer la fin de la sécurité sociale. Ça paraît évident. Hein. Alors, aujourd'hui, alors, ça me rappelle une vidéo de We Are Chess Paris qui interroge Manuel Valls sur le Bilderberg, et à la fin, Manuel Valls revient à la traiter de conspirationniste, négationniste, exactement. Ah bah, Scorpion, voilà, ça c'est, cette vidéo, elle illustre totalement, exactement, ce dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire le fait qu'on fait une équation comme ça de égal sans fin, à chaque fois en vous rajoutant un taser idéologique, mais sans aucune logique. On en arrive évidemment du 11 septembre à l'antisémitisme absolu, sans qu'il y ait une justification quelconque. Hein, je pourrais vous faire la même démonstration avec une télécommande, etc. Ah, parce que vous aimez le noir de la télécommande, mais le noir fait que vous êtes en vous un raciste et machin. Enfin, on peut inventer ce qu'on veut sur la base de ce type de raisonnement, et Valls en est le meilleur exemple, quoi. Et tout ça c'est repris en cœur, hein, quand même, hein, par les médias, par une grande partie de nos élites, hein, et ça forme la doxa à la fin. Alors aujourd'hui, la meilleure réponse pour faire des complots: tous vos dénonciateurs seront calomniés comme complotistes avant d'avoir pu ouvrir la bouche. Si vous voulez vendre des yaourts au mercure, prenez une juive comme PDG. Vos dénonciateurs seront traités de complotistes, homophobes, transphobes, misogynes, racistes. Voilà. Razia qui nous dit ça. Bah oui, c'est clair, après on se protège, ça donne un monde absolument exécrable, hein, effectivement. C'est un monde horrible, ce monde du réseau, parce que c'est indétectable. On vous donne, quand vous donnez l'argument, alors il y a le meilleur argument, c'est la franc-maçonnerie. Alors la franc-maçonnerie, c'est très tabou. La franc-maçonnerie, parce qu'évidemment, la franc-maçonnerie, c'est large. La franc-maçonnerie en soi, évidemment, ça ne veut rien dire, puisqu'il y a des francs-maçons très bien, on le sait. Il y a des francs-maçons, mais après, celui qui va chercher, quand on va essayer quand même de puiser dans le fond du sujet, on s'aperçoit quand même qu'il y a pas mal de crapules quand même dans cette affaire. Alors, est-ce que les crapules forment tout? Est-ce que, bon, ça c'est des grandes questions, hein, on a vu, il y a des francs-maçons très bien, mais il y en a d'autres quand même, c'est une sacrée saloperie, on a l'impression qu'il y a quelque chose qui cloche dans cette affaire. Hein. Moi, je ne sais pas ce que vous en pensez. D'ailleurs, j'en profite pour dire qu'on prendra des auditeurs. Si vous voulez appeler, allez-y. Hein, justement, on pourra parler de ce sujet-là. Mais voilà, moi, je pense qu'il y a quelque chose qui cloche. C'est quelles sont les intentions réelles de ceux qui sont au sommet de l'élite et qui participent à ces rites et qui font partie de ces sociétés-là. Quels sont leurs objectifs profonds? Et lorsqu'on veut les détecter, moi je pense que justement ceux qui veulent les détecter, on arrive aux conclusions comme Pierre Hillard, à l'établissement évidemment d'un ordre mondial dans lequel il n'y aurait plus de nations, des entreprises qui dirigent, avec un homme déraciné et une libéralisation à outrance, hein, du marché jusqu'au consumérisme le plus total, c'est-à-dire la déshumanisation et l'humain même comme marchandise même de son propre système. Voilà, donc je vois pas où est-ce qu'on va en venir à part ça, donc je partage totalement les analyses qui vont dans ce sens-là. Le problème, c'est que la franc-maçonnerie, elle, appuie des systèmes de valeurs, en tout cas les soutient, qui donnent de l'eau
l'eau à ce moulin du nouvel ordre mondial et qui vont dans ce sens-là. On en parlera, alors demain on reçoit Béatrice Bourges, on va parler de mariage pour tous, mais je vous poserai la question justement sur ces influences maçonniques, clairement. Alors, les grandes orientations sont débattues au sein des cercles informels et les stratégies des idées nouvelles sont développées au sein des think tanks. Les médias mainstream forment l'individu vers cette pensée. Les politiques exécutent. Pour exporter les idées vers les nations hostiles, on utilise des ONG, corruption ou services secrets en opération rapide. En dernier recours, c'est PIN. Et ben voilà, ça aussi, voilà, ça fait partie de la description du monde, exactement comme on l'entend, des grandes orientations qui sont données, et puis tout est débattu. C'est comme ça qu'on décrypte, évidemment, le principe de ces réseaux. Il suffit de voir, par exemple, sur cette affaire du mariage pour tous, comment ça a été donné dans tous les pays à la fois. C'est-à-dire, je sais pas, ils sont tous réveillés un matin, Obama, Raron, machin, truc, ils sont tous dit le mariage pour tous. Aujourd'hui, c'est le mariage pour tous. Et là, on se voit toutes on va dire tous les parlements européens qui se mettent le mariage pour tous, le truc, le machin, tout le monde en même temps. C'est un peu pareil avec la théorie du genre, vous voyez, en même temps où se posent les problèmes en France, les problèmes sont en Allemagne. Donc ça veue dire que le système de la mondialisation, le gouvernement mondial, il est là, c'est vrai, Talik a raison d'ailleurs, vous connaissez la fameuse phrase, mais il est là, il est là, oui, il est là. Je pense que là, on a vraiment les meilleurs exemples pour dire que ce nouvel ordre mondial, il agit déjà de façon mondiale, c'est-à-dire que les décisions sont prises et les objectifs sont fixés pour tous les pays à la fois. Et effectivement, Tayan il fait très bien de le préciser, par le réseau des ONG, etc. On continue ça, c'est pour le tiers-monde qui utilise effectivement d'autres réseaux que les réseaux médiatiques, puisque nous on vit dans la médiacratie, ce sont les merdias qui sont là pour vous déverser, pour vous former effectivement l'esprit général, on va dire les idées sont débattues par les médias, ils vous orientent vers un chemin en vous disant voilà, c'est par là qu'il faut penser, et puis ça devient de plus en plus autoritaire d'ailleurs. Avant, je pense qu'ils utilisent des méthodes qui sont un peu plus insidieuses, un peu plus fines. Aujourd'hui, on met les pieds dans le plat et ce sont des injonctions. Vous savez, on n'est plus... Voilà, toujours la logique, les masques tombent. Donc, on n'est plus à essayer de vous convaincre, on vous ordonne. On est passé à un autre stade aussi dans cette parole médiatique. C'est très révélateur, ça. Très, très, très révélateur. Alors... Qu'est-ce que vous me dites Madame Lagarde devrait prendre de la nationalité israélienne. Oui, je ne sais pas si elle est d'origine juive, je ne crois pas d'ailleurs, mais elle m'a l'air bien plus proche des Américains. Moi, je la verrais plus nationalité états-unienne. Alors, est-ce que le problème n'est pas tout simplement la démocratie? La démocratie va de pair avec le capitalisme et le libéralisme. Ce genre de connivence à terme est inévitable dans ce système politique. Doit-on tous se prononcer pour un modèle complètement différent? Ah bah ouais, ça, à l'assaut, oui, est-ce que la démocratie va de pair avec le capitalisme et le libéralisme? Moi, j'en suis pas sûr. Parce que est-ce qu'on a véritablement exploité le système de la démocratie? Et est-ce que le système que eux appellent démocratie et qui nous est à nous imposé comme étant nommé comme démocratie, est-ce que c'est une démocratie? Justement, il faut sortir des mots et peut-être dire et dénoncer ce système justement comme antidémocratique. Dire que justement ce n'est pas une démocratie. Parce que pour moi, ça n'en est pas une, je pense, que pour vous aussi, pour toi aussi, c'est pas une démocratie. Donc justement, c'est une usurpation encore du langage, un mot de novlangue. Ce mot de démocratie, que eux se targuent d'une démocratie, il en est tout sauf une démocratie. C'est pour ça qu'il faut s'en séparer et l'appeler comme vous voulez, l'oligarchie, la médiacratie, la démocrature à la limite, mais certainement pas la démocratie, puisque le mot a été vidé de son sens. C'est ce qu'on vit, mais tout sauf une démocratie. Alors, Vincent Renoir a été perquisitionné chez lui, a fait 10 heures de garde à vue pour une vidéo sur YouTube. Oui, Vincent Renoir, ils vont lui faire des problèmes parce que c'est bien que dans cette démocrature, il y a des sujets qui sont absolument proscrits et pour lesquels vous pouvez aller en prison. Et je parle de sujets historiques, bien sûr. D'ailleurs, nous, on ne se privera pas
de faire une émission sur le sujet, parce que je pense que c'est très important de pouvoir aussi évoquer ces choses qui dérangent. Après tout, en restant évidemment dans les limites de la loi, hein, mais puisqu'on sait que vous êtes sous le coup de la loi, mais on parlera et on abordera ces sujets-là. Alors, qu'est-ce que vous me dites encore? Quelle gare cette Lagarde? Mais vous vous lâchez, c'est tortue génial. Oui, c'est vraiment, on peut le dire. Allez, tu le dis pour moi. Je vais faire comme Ardisson, je fais dire aux métanotes ce que je peux pas dire moi-même. Alors, qu'est-ce qu'on me dit? Même le lâchage de la Nouvelle-France par Louis XV est déjà une trahison des élites. C'est Bertrand du Guesclin. Bien vu, bien vu, bien vu. On peut remonter jusqu'à là. C'est vrai, grosse trahison. Entièrement d'accord avec toi, Bertrand. C'est vrai que c'est déjà une trahison. Louis XV, c'est le début de la fin. Hein, ça y est, c'est vrai. Cette trahison d'avoir laissé tomber la Nouvelle-France. Vous vous rendez compte? La France avait les moyens de changer le destin du monde. On s'est fait coiffer au poteau par une bande de Britanniques, et regardez où est-ce qu'on en est aujourd'hui. C'est ça, donc il y a une revanche à prendre, parce que c'est deux mondes qui s'opposent. Vous voyez, c'est deux notions du monde. C'est pas simplement les différences culturelles entre la France et les Britanniques, non. C'est toute la vision de la dimension de la France et de cette vision justement égalitariste, cette vision, la France, c'est vrai que c'est un véritable concept universaliste. C'est peut-être pas pour rien si les élites, effectivement, tout le concept de souveraineté populaire et de droits de l'homme est né en France, parce que, en soi, cette notion d'un universalisme de l'humanité, c'est une notion très française. Et quand on s'intéresse à l'histoire de France, il y a beaucoup d'épisodes qui le démontrent. Alors je sais qu'on va me renvoyer à la gueule en me disant oui mais l'esclavage, oui mais machin, etc., la colonisation. Oui, alors c'est vrai qu'il y a toujours eu, la France a toujours eu des ambitions coloniales, hein, comme toutes les nations européennes. Mais justement, quand on va dans le fond de cette histoire coloniale, on s'aperçoit que y a quand même des spécificités françaises à cette aventure coloniale, qui sont tout à l'honneur de la France. Hein, et justement, précisément dans cette période, cette première période de colonisation de l'Amérique, où les Français ont tissé des liens avec les tribus indiennes bien plus amicaux que ne l'ont jamais fait les Britanniques. Il ne faut absolument pas se leurrer. Vous savez que vous connaissez même l'histoire, les Canadiens qui nous regardent, ils connaissent tous l'histoire de Pontiac, évidemment, hein, qui s'est levé, qui a fait lever les tribus indiennes contre l'envahisseur britannique pour défendre les Français, parce qu'ils avaient compris, ils l'avaient dit, les Français n'avaient pas de visée territoriale sur les terres des Indiens. C'était une grande différence qu'ils voyaient immédiatement avec les Britanniques. Et d'ailleurs, il y a plein de choses là-dessus. Hein. Même l'un des descendants des chefs indiens qui parle à la fin du documentaire du film Danse avec les loups, parle de cette présence française positivement, en expliquant justement que les Français ne cherchaient pas à s'accaparer les terres, hein, comme les Indiens, et qu'il y avait une énorme différence, c'est vrai, dans l'approche des Français dans ce nouveau monde et l'approche britannique. Et il eût été intéressant qu'on ait des élites qui croient véritablement dans cette approche française pour qu'elle soit devenue, pour qu'elle fût devenue ce que nous ne sommes pas malheureusement, c'est-à-dire plus implantés en Amérique, en ayant respecté certainement et ne pas commis ce génocide des Indiens d'Amérique. Parce que c'est ça, il ne faut quand même pas l'oublier, qu'il y a eu un génocide qui s'est accéléré au 19e siècle, il faut le savoir, parce qu'au début on colonise, vous savez, l'Est et tout, mais après, plus on avance vers l'Ouest, et plus évidemment on se heurte au fur et à mesure aux Indiens, et au fur et à mesure on les massacre, hein, n'oubliez pas. Alors, le bon roi Louis XVI malheureusement était victime des réseaux puissants. La Révolution française qu'on nous vend est simplement
des émeutes de quelques milliers de personnes au détriment de la grande majorité des Français qui vivaient dans les campagnes. Toujours le même refrain, d'ailleurs la révolution bolchevique est quasiment similaire. C'est nos 13. Et ouais, assez d'accord, bah ça c'est le débunkage en plus qu'en fait Marion Sigaud, hein, qui nous explique bien justement l'écart absolu entre cette France paysanne et puis cette France urbaine. Et effectivement, ce qui nous est démontré peut-être bien, ça ressemble à une révolution orange des fois, la révolution française. Plus on y pense, plus on voit ce même principe, c'est-à-dire de révolution voulue par une poignée de puissants qui en tirent totalement les bénéfices in fine, quoi. Qui n'est pas vraiment, c'est pas le peuple qui est gagnant. Hein, et d'ailleurs, c'est pour ça après on se pose des questions sur évidemment le massacre des Chouans, etc. Hein, on va loin.